Zuri se réveilla dans l'obscurité. Sa tête lui faisait mal. L'air sentait la poussière, la sueur et le métal rouillé. Ses poignets étaient attachés derrière son dos, les cordes rugueuses et serrées. Elle cligna des yeux, essayant de se souvenir où elle était, comment elle était arrivée là. Le sol était froid sous elle. Au-dessus, une seule ampoule cassée clignotait faiblement. Elle n'était pas dans un hôtel. Elle n'était nulle part en sécurité. Un faible gémissement à côté d'elle la fit sursauter. « L'amie » murmura-t-elle. Sa petite sœur était allongée à proximité, recroquevillée, tremblante. Ses joues étaient mouillées de larmes, et ses petites mains serraient son ventre de douleur. « Zuri » cria-t-elle faiblement. « J'ai si froid. » Zuri rampa vers elle, traînant ses mains attachées derrière elle. « Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. » Elle regarda autour d'elle. La pièce n'avait pas de fenêtre, seulement des murs en métal et des caisses empilées dans les coins. Un entrepôt, abandonné. La porte grinça. 2 hommes se tenaient dehors. Ce n'étaient pas des policiers. Ce n'était pas un sauvetage. C'étaient les mêmes hommes qui l'avaient attrapée. L'un d'eux rit en la voyant éveillée. Enfin, la belle au bois dormant est réveillée. L'autre donna un coup de pied à une petite bouteille vers elle. « Tu aurais dû te tenir à carreau. Peut-être qu'on aurait apporté des médicaments pour ta sœur malade. » Le sang de Zuri se glaça. « Que voulez-vous de nous ?» Le premier homme haussa les épaules. « Les ordres sont les ordres. » Elle voulait crier, mais la peur scella sa bouche. Un souvenir vif la frappa comme un éclair. La dernière chose dont elle se souvenait était de quitter l'hôtel. Elle était sortie par l'entrée de service, tenant la main de l'ami. Un homme avait appelé son nom. Avant qu'elle ne puisse se retourner, un tissu fut pressé contre sa bouche. Tout était devenu noir. Ce n'était pas sa décision. Elle n'avait jamais quitté l'hôtel. Elle n'avait jamais rendu son badge. Alors pourquoi tout le monde pensait-il qu'elle avait démissionné? Le cœur de Zuri s'arrêta. Elle se souvenait de la note, sa lettre de démission, tapée, soigneusement pliée, signée de son nom, mais elle ne l'avait jamais écrite. Elle n'avait même jamais touché un clavier. Qui l'avait falsifié? Sa respiration devint lourde. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis sur l'ami. Rien de tout cela n'était un accident. La voix de la mère de Jabari résonna dans son esprit. « Tu n'es qu'une femme de ménage. Reste à ta place. » Zuri fixa le plafond. C'était elle. La femme derrière le thé, derrière les insultes, derrière cette prison. Zuri hurla. L'ami toussa violemment à côté d'elle. Zuri tordit ses bras, essayant de casser la corde, mais les fibres s'enfonçaient plus profondément dans sa peau. « Personne ne viendra, » dit l'un des hommes avec désinvolture. « Autant arrêter de lutter. » Mais les yeux de Zuri, pleins de douleur, brûlaient maintenant d'autre chose. Elle n'avait pas seulement peur. Elle était en colère. « S'il vous plaît, » supplia Zuri, rampant jusqu'à la porte de l'entrepôt. Ses genoux étaient écorchés, sa voix presque éteinte. « Ma sœur a besoin de médicaments. Elle brûle de fièvre. » Les 2 gardes se regardèrent. L'un alluma une cigarette. L'autre rit. « On verra, » dit-il. « Ça dépend de comment tu te comportes aujourd'hui. » Zuri pressa son visage contre le sol froid à côté de l'ami. La petite fille tremblait, la sueur trempait sa vieille robe. « Je ferai n'importe quoi, » murmura Zuri, les larmes coulant. « Aidez-la, c'est tout. » Le garde lança une bouteille d'eau vide vers elle. « Tiens, c'est tout pour l'instant. » Zuri la fixa, le cœur brisé. Elle serra l'ami fort, murmurant des prières à travers ses dents serrées. Loin de là, dans un manoir rempli d'or et de silence, Madame Ifoma Admi versa du thé dans 2 tasses délicates. En face d'elle était assise Ojuku, une riche et élégante fille d'un magnate des affaires. « Vous avez déjà rencontré Jabari, n'est-ce pas ?» demanda Madame Admi avec un sourire froid. Ada hocha la tête. « Au gala l'année dernière. Il était charmant. »« Je crois que vous seriez parfaits l'un pour l'autre, » dit-elle calmement. « Il a besoin de quelqu'un de classe, quelqu'un qui correspond à notre nom. » Elle fit glisser une boîte contenant une bague de fiançailles sur la table. « Assurez-vous qu'elle vous va. Vous la porterez bientôt. » Pendant ce temps,
Jabari était assis seul dans sa suite d'hôtel, regardant une photo de Zuri. Il ne l'avait pas vue depuis des jours. Pas d'adieu, pas un mot. Tout le monde disait qu'elle avait démissionné, qu'elle était partie, mais son cœur refusait d'y croire. Sa mère entra discrètement, tenant la même boîte à bagues. « Elle t'a quitté, Jabari », dit-elle doucement. « Mais cette fille, Ada, restera. Elle est forte, intelligente, digne. » Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête, le visage vide, l'âme silencieuse. Dans l'entrepôt, la nuit tomba. Zuri s'enroula autour du corps de l'ami comme un bouclier. Les lèvres de l'enfant étaient sèches, sa peau brûlante, sa respiration faible. « Tiens bon, l'ami, » murmura Zuri. « Je te sortirai d'ici. Je te promets que je trouverai un moyen. » Mais l'ami ne répondit pas. Sa petite main glissa de celle de Zuri. Sa poitrine cessa de bouger. « Non, » murmura Zuri. « Non, non, non. » Elle la secoua. « L'ami, réveille-toi, s'il te plaît. » Rien. Le cri de Zuri déchira les murs de l'entrepôt. Les gardes se regardèrent, alarmés. Elle ne pleurait plus. Elle hurlait comme une mère qui avait perdu un enfant. Parce qu'à cet instant, elle l'avait perdu. Zuri ne parla pas pendant 2 jours. Pas un mot. Elle s'assit dans un coin de l'entrepôt, les jambes ramenées contre sa poitrine, les yeux grands ouverts et vides. Les gardes cessèrent de se moquer d'elle. Même eux ressentaient le poids du silence. Elle ne pleurait plus. Elle ne demandait pas de nourriture. Elle restait assise là, fixant le mur comme si elle voyait la mort se rejouer encore et encore. Un garde laissa tomber une assiette près d'elle. Elle n'y toucha pas. Plus tard, il murmura à son ami, « Elle perd la tête. Elle pourrait mourir ici elle-même. » Mais la 3e nuit, quelque chose changea. Zuri ne resta pas immobile. Elle attendit que les gardes s'endorment. Elle utilisa son pied attaché pour tirer un morceau de cuillère tranchant de sous une caisse. Puis, elle commença à travailler la corde derrière son dos. Lentement, silencieusement. Des heures passèrent. Un nœud se desserra. Juste au moment où elle atteignait la porte, une voix grogna. « Où crois-tu aller ?» Un poing frappa sa joue. Puis un autre. Ils ne la tuèrent pas. Mais ils s'assurèrent qu'elle se souvienne d'une chose. Elle n'irait nulle part. Ailleurs, Jabari se tenait devant un miroir, ajustant le col de sa tenue de fiançailles. La famille d'Ada préparait l'annonce à la presse. Les cartons d'invitation étaient prêts. Sa mère semblait satisfaite, mais Jabari ne pouvait pas sourire. Cette nuit-là, il rêva de Zuri. Elle pleurait, tendant les bras vers lui à travers une grille d'acier. Il se réveilla en sueur. Le lendemain matin, il dit à son assistant, « Je veux le dossier d'employé de Zuri. » Au bureau des ressources humaines de l'hôtel, il examina les documents. CV, candidature, dernier chèque de paie, puis sa lettre de démission, tapée, nette, froide, mais la signature ne correspondait pas au reste de ses dossiers. Ses sourcils se froncèrent. « Ce n'est pas son écriture, » dit-il. L'employé haussa les épaules. Elle a été soumise par un superviseur cette nuit-là. Il faudra leur demander. Jabari se leva, les mains serrées, et pour la première fois depuis des jours, son cœur se mit à battre plus vite. Le manoir était rempli de musique et de fleurs. Les tambours jouaient doucement. Les serveurs portaient des plateaux dorés. Les flashs des appareils photo scintillaient. Les invités, vêtus de dentelles fines et de soie, entraient un par un. Ils étaient là pour les fiançailles de Jabari Adi, l'un des fils les plus riches du Nigeria, avec Ada Ojukwu, la fierté d'une famille fortunée. Sa mère marchait avec assurance dans les couloirs. Sa robe scintillait comme la lumière de la lune. Elle souriait aux invités, serrait les dignitaires dans ses bras, posait pour des photos avec joie. Mais Jabari manquait à l'appel. Il n'était pas dans la maison. Il était parti 1 heure plus tôt sans prévenir personne. Jabari était assis seul dans une voiture sombre, suivant une Mercedes argentée à distance. Son chauffeur ne parlait pas. Il ne posait pas de questions. Jabari lui avait dit « Suis cette voiture, peu importe où elle va ». La Mercedes quitta la route principale, entra dans une zone délabrée. Usine, entrepôt, rues oubliées. Jabari plissa les yeux. Que fait-elle ici ?
La voiture s'arrêta devant un bâtiment rouillé. Jabari resta tapi à l'arrière, observant. Sa mère sortit, tenant un sac à main et un sourire cruel. À l'intérieur de l'entrepôt, Zuri était assise comme un fantôme. Son visage était enflé de bleu, ses vêtements déchirés, son esprit brisé. Quand la porte s'ouvrit, elle ne leva même pas les yeux, mais la voix la fit tressaillir. « Eh bien, regardez qui respire encore, » dit Madame Admi. Les lèvres de Zuri tremblèrent. « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Pour voir ton visage une dernière fois, » répondit-elle calmement. « Aujourd'hui, c'est les fiançailles de mon fils. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas ?» Zuri ne répondit pas. Madame Admi s'approcha et murmura. « Tu pensais pouvoir prendre ma place dans son cœur ? Pauvre idiote. Tu n'es rien. » Elle se pencha, les yeux perçants. « Ce monde n'appartient pas aux femmes de ménage. Il appartient aux héritages. » Dehors, Jabari entendit chaque mot. Il s'était glissé par une porte latérale et caché derrière de vieilles caisses. Son corps était figé. Sa respiration coupée. La mère en qui il avait confiance. La fille qu'il aimait. Et la vérité, indéniable. Elle ne l'avait jamais quitté. Elle avait été enlevée. Et elle souffrait. Les larmes remplirent les yeux de Jabari. Son cœur ne se brisa pas simplement. Il vola en éclats. Jabari n'attendit pas une seconde de plus. Il poussa la porte de l'entrepôt. Ses pas résonnèrent sur le sol froid. Les gardes bondirent, mais il ne les regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur elle. Zuri. Elle était recroquevillée sur le sol, immobile, son corps maigre et meurtri. Son visage enflé, ses bras écorchés et faibles. Elle semblait à moitié vivante. « Zuri !» cria-t-il, s'agenouillant à côté d'elle. Pas de réponse. Ses lèvres étaient sèches, sa respiration faible. Une de ses chaussures manquait. Il toucha doucement son visage, la panique montant dans sa poitrine. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Elle ne bougea pas. Il la prit dans ses bras, la tenant comme si elle était en verre, son costume taché de son sang et de sa sueur, mais il s'en fichait. En se tournant pour partir, sa mère apparut, figée. « Que as-tu fait ?» grogna Jabari. Madame Admi ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il passa devant elle sans un regard. Le trajet en voiture fut silencieux, sauf pour les murmures de Jabari. « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. » Ils arrivèrent à l'hôpital en quelques minutes. Les médecins se précipitèrent. Les infirmières crièrent des codes. Zuri fut emmené. Il resta seul dans le couloir, couvert de douleur, de culpabilité et de honte. Son téléphone vibra. C'était son coordinateur de fiançailles. « Monsieur, tout le monde attend. La mariée est prête. »« C'est annulé, » dit Jabari platement. « Mais les invités. »« J'ai dit que c'est annulé. » Il raccrocha et jeta le téléphone par terre. Dans la chambre d'hôpital, Zuri était allongée, immobile, des tubes dans les bras, des machines bipant doucement. Jabari s'assit à côté d'elle, la tête dans les mains. Il pleura. Pas les larmes discrètes et riches de frustration, mais des sanglots profonds, laids, brisés d'un homme qui avait perdu plus qu'il ne pouvait porter. « Elle a perdu sa sœur », murmura-t-il. « Et j'ai failli la perdre. » Il se souvenait du sourire de l'ami, du son doux de sa tout le jour où il avait visité leur maison. Maintenant, elle était partie, et tout était à cause de lui et de sa mère. Il se leva lentement, quitta l'hôpital sans un mot. Le manoir était trop silencieux. Lorsqu'il arriva, sa mère était assise dans le salon, sirotant du vin, essayant d'agir comme si rien ne s'était passé. Il entra lentement. Elle leva les yeux. « Tu devrais te changer avant que quelqu'un ne te voie. » Jabari sortit un pistolet de derrière son dos et le plaça doucement sur son propre front. Madame Admi laissa tomber son verre. « Jabari, je l'ai perdu à cause de toi. Pose ça. » Il ne cligna pas des yeux. « Tu lui as tout pris. Maintenant, je n'ai plus rien. S'il te plaît, supplia-t-elle. Je ne voulais pas. » Il la fixa, brisée. Silence. Puis, lentement, il baissa l'arme. Madame Admi tomba à genoux, tremblante. Des larmes coulèrent sur son visage fier pour la première fois depuis des années. « Je suis désolée », murmura-t-elle.
Je suis allé trop loin. Jabari ne dit rien. Il s'éloigna, laissant le pistolet sur la table. Cette même nuit, elle se rendit à l'hôpital. Zuri était endormie, pâle et faible. Sa peau était couverte de bleu, ses lèvres gercées, les machines bipant à côté d'elle comme de petites horloges comptant sa douleur. Madame Admi se tenait à la porte avec des fleurs à la main. Mais elle ne pouvait pas entrer. Elle ne pouvait pas affronter ce qu'elle avait fait. Elle posa le bouquet sur le rebord de la fenêtre, puis se retourna et partit. Zuri se réveilla le lendemain matin sous le soleil et le silence. Ses bras lui faisaient mal. Son âme semblait plus lourde que ses os. Jabari était endormi dans un fauteuil près du lit, le visage reposant sur ses bras. Sa chemise coûteuse était froissée. Sa barbe avait poussé de manière inégale. Elle l'observa en silence. Pas de haine, pas de sourire, juste du vide. Quand Jabari se réveilla et vit ses yeux ouverts, il retint son souffle. « Tu es réveillée, dit-il doucement. Elle hocha la tête une fois. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. J'aurais retourné le monde pour te retrouver plus tôt. » Zuri détourna la tête. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Elle demanda simplement où est l'ami. Le visage de Jabari se brisa. « Je l'ai enterré il y a 2 jours, dit-il doucement, avec des fleurs. J'ai veillé à ce que ce soit fait. » Zuri ferma les yeux et ne dit plus un mot. Ce soir-là, Jabari la ramena chez elle, pas au manoir, mais dans un appartement calme et sûr. Les médecins passaient, les infirmières venaient, ses blessures guérissaient lentement, mais son silence ne partait pas. Elle ne parlait pas. Elle ne le touchait pas. Elle existait, simplement. Un jour, elle sortit sur le balcon. Jabari la suivit. Il se tint à côté d'elle, tenant une petite boîte en velours. « Je l'ai fait faire pour toi, dit-il. Avant tout ça, quand je pensais que l'amour suffisait. » Elle l'ouvrit. Une bague en or était à l'intérieur. Simple, belle. Zuri la fixa, puis referma doucement la boîte. Elle murmura, « La fille que tu voulais épouser. Elle est morte avec sa sœur. » Le cœur de Jabari se brisa. Zuri ne s'enfuit pas cette fois. Elle resta dans la pièce calme que Jabari lui avait donnée. Le lit était doux. Les draps propres. La nourriture était chaude. L'eau coulait librement. Les infirmières allaient et venaient. Mais elle regardait par la fenêtre tous les jours avec des yeux qui ne voyaient rien. Il n'y a pas si longtemps, elle était une fille qui rougissait quand il souriait, qui rêvait d'amour, de liberté et de sauver sa sœur. Maintenant, elle était silencieuse, toujours froide. Ses mains ne tremblaient plus, mais son cœur ne palpitait pas non plus. Jabari s'asseyait dehors de sa chambre chaque nuit, espérant qu'elle parlerait, espérant qu'elle dirait son nom comme avant. Mais la fille qu'il aimait était morte la nuit où l'ami était parti. Et ce qui restait était quelqu'un de nouveau, plus fort, plus silencieux, impitoyable. Zuri était-elle encore capable d'aimer? Ou choisirait-elle la vengeance plutôt que la guérison? Détruirait-elle la famille qui avait détruit la sienne? Ou s'éloignerait-elle de la douleur et de lui pour toujours? Ne manquez pas la 3e partie. Zuri parlera à nouveau. Mais que dira-t-elle? Abonnez-vous maintenant. Le feu dans sa poitrine grandit. Et cette fois, elle n'a pas peur de tout brûler.